Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, soyez bienvenus, chers étudiants. Toutes les semaines, on organise un 12 at 12 for the Planet où on aborde un projet, un sujet lié à l'éducation au développement durable. Or, il y a 2 ans, Jean Jouzel avait publié un rapport remis à la ministre de l'Enseignement supérieur, Enseigner la transition écologique dans le supérieur. Nous sommes heureux aujourd'hui d'avoir le point de vue d'Arnaud Dimer de l'Université Clermont-Auvergne sur ce sujet. Donc, on va le laisser présenter, puis à la fin, j'arrêterai l'enregistrement et on pourra poser des questions. Arnaud, c'est à toi. Merci Guillaume et merci pour cette invitation. Oui, effectivement, c'est un vaste débat, hein, engagé parce que, on va dire, beaucoup d'organisations telles que les universités parlaient développement durable, mais aujourd'hui, on les engage dans une trajectoire qui est la transformation radicale des campus dans une logique de transition écologique. Et j'aimerais vous montrer justement peut-être sur une vision un peu chronologique comment ça s'est fait. Si on regarde aujourd'hui l'université il y a à peu près 10, 15 ou 20 ans, et qu'est-ce qui se passe depuis maintenant quelques mois, puisque depuis la rentrée de septembre, beaucoup d'universités mettent le pas, hein, puisque beaucoup ont changé des maquettes de formation, en grande partie, pour pouvoir intégrer ces transformations. Avant de commencer, je voudrais juste me présenter, parce que ça permettra d'expliquer pourquoi j'interviens aujourd'hui, et peut-être pourquoi, effectivement, ça peut vous intéresser dans un cadre à la fois secondaire et supérieur, puisque j'interviens sur les deux niveaux. Petit rappel juste sur mon parcours pour essayer de comprendre pourquoi les choses se sont positionnées très vite chez moi sur cette question de développement durable. Donc déjà, j'ai un parcours qui passe par les IUFM, donc j'ai formé des enseignants du secondaire pendant des années, jusqu'à des préparations à Greg. Et puis à partir de 2011-2012, avec un collègue, on a créé un diplôme d'université qui s'appelle d'éducation au développement durable. C'est un diplôme qui délivre des compétences. Donc, on a eu dans un premier temps beaucoup d'enseignements du secondaire, donc qui sont venus se former, qui sont devenus des référents académiques en grande partie, hein. C'est toute l'ère finalement où les académies commencent à avoir les compétences au niveau du secondaire. Et puis en 2015, je me suis rapproché de ma collègue Francis Pello à Fribourg, donc à la HEP, mais côté suisse, pour développer également ces compétences dans une logique francophone. En 2013-2015, j'étais responsable d'un projet AUF qui s'appelle REDOC dans 5 pays d'Afrique, notamment sur le primaire et le secondaire, puisque le primaire est très important aussi hein, dans la question de la finalisation d'une éducation au développement durable. Et on a travaillé sur 5 pays avec une vision travail sur les représentations, travail sur la démarche, travail sur les outils et finalement sur les compétences. Je vous montrerai après pourquoi c'est important, parce qu'aujourd'hui, il y a une véritable réflexion sur comment à la fois le supérieur peut avoir des outils, qui très souvent sont des outils de recherche, mais comment on peut formaliser des cours de plus en plus et comment on peut exporter ces cours et ces ressources à différents niveaux. J'ai pu être responsable aussi de 2 MOOC, un MOOC environnement et développement durable avec FunMOOC en 2015, et puis un MOOC sur l'éducation au développement durable avec toujours ma collègue Francine Pello. Depuis cette période, je me suis plutôt orienté vers la dimension européenne, puisqu'aujourd'hui, le programme Erasmus+ joue un rôle très important, on va dire, dans la diffusion de l'éducation au développement durable. Et je dirais que c'est important parce que c'est un levier pour les universités, puisqu'on dépose des projets, nous sommes financés par l'Europe, et nous avons notre mission qui est effectivement de diffuser des compétences, des connaissances sur le développement durable. Donc, ceci m'a permis effectivement, à travers différents projets, hein, d'aller beaucoup plus loin dans la manière de réfléchir au sein de l'université, comment former nos étudiants, comment former nos stagiaires, comment créer des dispositifs de formation continue, puisqu'on travaille beaucoup avec le rectorat, donc comment alimenter ce versant. Et puis, récemment, parce que les universités ont besoin d'avancer, chaque composante universitaire s'est engagée dans le référent DD, donc référent développement durable. Et effectivement, je suis référent depuis maintenant 1 an sur l'INP, qui est en fait un ensemble d'écoles d'ingénieurs qui s'engagent aujourd'hui sur la question du développement durable. J'insiste bien, mais je le montrerai qu'il y a quand même une notion à bien définir. Si dans un premier temps, on s'est lancé sur le développement durable, là, il y a un braquet énorme avec cette transition écologique, puisque avec une notion qui était fortement critiquée, là, on arrive à des questions plus pragmatiques, plus cohérentes, qu'on tente de développer au sein des universités.
Alors, pour essayer d'avancer sur ces questions, je vais revenir sur peut-être, puisqu'on parle de représentation, comment les universitaires et comment l'université s'est engagée progressivement en fonction du contexte qu'il faut bien avoir à l'esprit. Vous avez tous peut-être en vient, parce que dans les manuels, souvent on évoque les 3 sphères, on évoque le côté soutenabilité faible, voire forte. On voit qu'il y a une chronologie historique aujourd'hui sur ces débats-là qui tient compte effectivement de l'évolution du développement durable, à la fois dans les manuels, dans les grandes conférences internationales, et puis également à travers les travaux de recherche. Et si on regarde aujourd'hui toutes les injonctions, parce que je parle bien d'injonctions, n'oubliez pas que quand on fait un programme, qu'il soit à l'école, dans le secondaire ou le supérieur, il faut définir des programmes, donc des connaissances, des compétences. Et à chaque fois, on a plein d'injonctions qui viennent de l'extérieur parce que de nouveaux outils apparaissent, il faut les regarder, il faut les critiquer, il faut les comprendre. On doit les intégrer dans les maquettes de formation, on doit créer des formations continues, on doit participer au débat sur ces nouvelles notions qui apparaissent régulièrement. Et si on regarde bien, depuis 90, depuis, on va dire, le rapport Brundtland et après, on a eu beaucoup d'injonctions, depuis pratiquement, on va dire, une trentaine d'années, beaucoup d'injonctions sur comment intégrer de nouvelles connaissances et comment traduire ces connaissances en compétences. Parce que n'oubliez pas que l'université, comme l'école secondaire ou comme le primaire, on doit effectivement basculer vers des compétences qu'on recherche parmi nos élèves. Donc, on voit bien que les évolutions sont passées des OMD, Objectifs du Millénium en 2000, à la Convention sur la diversité culturelle en 2005, et puis on a eu ces fameuses Planet Boundaries en 2009, avec une réactualisation régulière 2015-2022 pour la plus récente. Et puis entre les deux, on a eu effectivement cette décennie des Nations Unies pour le développement durable, pour l'éducation au développement durable, et puis les fameuses ODD. Ces ODD qui concentrent aujourd'hui toute l'attention, puisque au niveau de la recherche, comme au niveau de la formation, on tente effectivement d'avoir un côté plus pragmatique aujourd'hui du développement durable. Donc ça, c'est une trajectoire, on va dire, temporelle, et il faut bien comprendre que ces trajectoires, elles sont nécessaires à comprendre, donc il faut pouvoir les digérer, très souvent les accepter, j'avais dit les critiquer aussi, parce que quand on parle de connaissances, il faut avoir un côté aussi critique sur ce qu'on enseigne, et puis également de voir comment on peut intégrer ces multiples injonctions dans les programmes, dans les cours que nous donnons, dans les formations, et on verra plus tard dans, je dirais, toute la batterie d'outils qui est disponible au sein des universités. Vous voyez bien que le rapport et les rapports du GIEC vont jouer un rôle important, mais comme les COP vont aussi jouer un rôle important, ce qui veut dire qu'on n'est plus dans l'interdisciplinarité, on est vraiment dans la transdisciplinarité, on cherche à concevoir une nouvelle discipline qui va intégrer un grand nombre de connaissances et pourquoi pas un grand nombre de compétences. Alors ça, c'est le contexte, c'est ce qui nous fait dire qu'il faut que l'université s'ajuste, mais vous comprenez bien que l'université, c'est une grosse organisation, ça met beaucoup de temps à s'ajuster, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs étapes qu'on doit retenir dans ces évolutions. Si on regarde un petit peu une chronologie de ces étapes, on voit bien aujourd'hui de quoi on est parti, années 90, jusqu'où on est aujourd'hui. Et je dirais que le niveau d'engagement des universités, voire des écoles d'ingénieurs, il a commencé très très bas. Années 90, ce sont les quelques cours qui se mettent en place. Ces cours ne sont pas décrits dans les maquettes finalement, c'est les cours avec des titres et souvent mes collègues mettent des choses sur le développement durable. Donc on n'a pas de cours vraiment formalisés. Par contre, année 2000-2005, on commence à réfléchir réellement puisqu'on a cette décennie qui apparaît clairement de l'UNESCO, qui fait réfléchir sur non plus le développement durable, mais l'éducation au développement durable. Et à mon avis, c'est intéressant parce que ça met l'accent sur une composante, les IEFM, les SP, qui sont tributaires de former les enseignants du secondaire, du primaire, et qui font bien sûr le lien avec le supérieur. Je rappelle que durant cette période, l'IUFM, qui était une composante très souvent éloignée des universités, rentre très souvent dans l'université, et finalement, comme composante, définit ses ressources, définit un cadre relativement intéressant. Alors, on a tous réfléchi là-dessus, sur des diplômes, sur des cours, des connaissances, mais on a vite buté sur un élément important, c'est que dans les maquettes universitaires, il faut des mentions. Ces mentions sont validées par des CNU, qu'on appelle les commissions nationales universitaires. Et s'il n'y a pas de débat dans ces CNU pour voter des mentions, ça signifie qu'on ne peut pas définir ces mentions. Donc, on ne peut pas créer de diplôme avec ces mentions. Et on va dire qu'en de 2005 à 2014, on a tous buté sur cette contrainte extrêmement forte. La mention EDD n'existait pas.
ce qui voulait dire qu'on ne pouvait pas avoir de master éducation développement durable, mais juste un diplôme universitaire avec les limites qu'offre ce diplôme. Et donc, finalement, le premier public qui est venu se former, c'était avant tout des enseignants du secondaire qui sont venus à l'université, ils avaient déjà un diplôme, pour parfaire leurs compétences et leurs connaissances. Il y avait un objectif, bien sûr, c'était devenir référent académique. Et on a vu pratiquement dans toutes les universités, alors quand je dis dans toutes, il y avait à peu près 5 ou 6 universités durant ces périodes qui offraient ce genre de diplôme ou ce genre d'option. Mais ça voulait dire qu'on pouvait se former à l'EDD, on pouvait devenir un référent académique et entretenir ces relations très fortes entre l'université, le lycée et le collège. J'avoue que c'était une période très intéressante, on va le voir, mais qui a un peu disparu, puisqu'aujourd'hui, la relation supérieure-secondaire, elle pose vraiment des débats, puisqu'on a du mal aujourd'hui à créer ce lien, alors pas dans toutes les universités, mais ce lien mériterait encore d'être approfondi. Durant cette période, dans les universités, va se poser une question, c'est est-ce que le développement durable est une discipline à part? Est-ce que c'est une éducation à part? Et là, je vous renvoie à ce qu'on appelle les éducations A. On a éducation à la biodiversité, éducation au climat, on a éducation aux médias. C'est que les années 2000, 2010, 2015 voient apparaître un grand nombre d'éducations A. Et durant cette période, il y a tout un débat académique sur est-ce qu'il faut donner place à ces éducations ou les remettre dans un cursus plus formel, plus cohérent, celui qu'on connaît aujourd'hui quand on se forme aux SP ou à l'INSPE. 2015-2020, on commence à avoir des compétences qui se mettent clairement en place. Le rapport CPU-CGE, donc les grandes écoles et le système universitaire réfléchissent sur les grandes compétences. On a ce qu'on appelle les 5 grandes compétences du développement durable, de l'EDD. On voit apparaître de nouvelles choses, les compétences systémiques, les compétences collectives. Et on voit que ces compétences commencent à faire réfléchir une grande partie du réseau universitaire. Alors, il faut être clair, quand je dis grande partie du réseau, on est encore à un niveau d'engagement extrêmement faible. Et on va le voir, c'est que durant la période 2015 jusqu'à 2020, on a beaucoup de réseaux interuniversitaires. Ça signifie que c'est les gens à l'université qui se rendent compte qu'il n'y a pas grand-chose qui se fait dans leur université. Ils font des choses, mais ils sont vite bloqués et se créent des réseaux, donc la CIFEOD, le Réunifed, qui vont chercher à faire monter ces compétences, à trouver des moyens pour que les universités s'emparent de ce sujet. Et on voit apparaître, bien sûr, des VP, donc des vice-présidents, au sein des organisations que sont les universités. Et on a un VP qui s'appelle Développement durable et responsabilité sociétale. Il est clair que ce type d'engagement est relativement moyen. Pourquoi? Parce qu'on parle plus d'organisation que de formation, de cours, de maquettes de cours. Et on va dire que 2015-2016, toutes les grandes universités ont ce type de VP, mais on n'est pas encore véritablement engagé dans l'EDD ou dans le développement durable. Pour moi, le grand basculement, c'est le rapport Jouzel. Rapport Jouzel qui va jouer un rôle très important puisqu'il fixe finalement, non pas les compétences, mais des compétences avec des objectifs. Je vous ai rappelé les 5 objectifs, l'approche systémique, la démarche, l'analyse prospective, les diagnostics, la co-construction à plusieurs, des outils concrets à mettre en place, et puis bien sûr un principe important, le principe de responsabilité. Si on regarde le rapport Jouzel, il a été un déclencheur aujourd'hui puisque maintenant toutes les composantes d'une université ont un référent développement durable, ce qui veut dire que par référence, c'est quelqu'un qui va bien sûr participer dans un groupe à travailler sur un parcours développement durable, qui va choisir les modalités. Est-ce qu'on fixe un cours avec des TD ou est-ce qu'on fixe un MOOC? Donc, on commence à avoir une réflexion, mais quand je vous dis ça, ça date de 2 ans. Ça veut dire que depuis 2020, on a enclenché effectivement cette réflexion. On voit que ce cours développement durable passe par des outils qui n'étaient pas forcément des outils universitaires. Exemple, la fresque du climat. On travaille sur le cycle de vie, on travaille sur les cercles de vie sociale, on travaille sur l'approche systémique. Ce qui veut dire que l'objectif est bien de décliner ceci en cours, en TD, et de mettre en pratique ceci dès les premières années du cycle universitaire. Je prends un exemple sur Politique Clermont. Cette année, il y a un cours de 10 heures sur la transition, et dans cette transition, il y a 10 heures de TD qui sont développées sur les outils. Donc, on fait une fresque du climat, on voit l'approche systémique, on voit aussi des outils palpables, comment construire un budget de gaz à effet de serre. Ça, c'est intéressant parce qu'on peut l'imaginer à travers son lycée, son école, comme son université. Donc, construire un budget paraît effectivement important.
Mais ce que je note aujourd'hui, c'est qu'il y a un petit basculement qu'on ne voyait pas apparaître il y a encore 3 ou 4 ans. C'est un basculement vers les sciences de la durabilité, ce qu'on appelle Sustainable Science. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que cette approche est très anglo-saxonne. Depuis très longtemps, on parle de Sustainable Development et donc finalement de soutenabilité au sens où qu'est-ce qu'on peut intégrer au niveau des sciences pour les rendre non pas compactes, mais en interaction. Et dans Sciences de la durabilité, on se pose plein de questions sur, dans l'économie, qu'est-ce qui est durable, qu'est-ce qui ne l'est pas, que peut apporter les sciences politiques et comment imaginer un modèle qui tient compte de tous ces apports. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on en est juste là, réfléchir comment s'engager tous ensemble dans cette voie. Certains l'ont fait dans des composantes, d'autres ne l'ont pas fait du tout. Donc ça, c'est un point important et qui montre bien que si on regarde un petit peu le cadran universitaire, il y a un cadran qui a une dimension temporelle et spatiale qui n'est pas la même. On sait que l'université, c'est quand même deux mondes, le monde de la formation et le monde de la recherche. Or, le monde de la formation repose sur des maquettes qui sont changées tous les 4 ou 5 ans, ce qui veut dire qu'on met beaucoup de temps à afficher ce que l'on fait, à traduire ce que l'on fait pour rendre visible ce que fait l'université au regard du monde extérieur. Je vous prie de croire que lorsqu'on est enseignant, qu'on doit attendre 4 ou 5 ans pour changer un titre d'un cours ou changer peut-être quelques notions importantes du cours, ça paraît relativement long. Donc, ça veut dire qu'il faut tenir compte des évolutions à ce niveau. Deuxième niveau, ce sont les projets de recherche. Pendant très longtemps, quand on parlait de développement durable, on s'écartait un petit peu des grandes logiques très verticales qu'on avait au CNRS, dans les ANR, dans les grands projets de recherche. Pourquoi? Parce que le développement durable demande à être interdisciplinaire et transversal. Ce n'était pas toujours évident d'avoir ce type de projet. Ça a changé depuis maintenant une dizaine d'années. On commence à avoir des projets transdisciplinaires, interdisciplinaires, et on voit que la recherche maintenant parle effectivement en termes de soutenabilité. Par exemple, les ANR maintenant lancent des projets sur l'énergie propre ou l'énergie durable. Donc ça montre bien que tout devient plus ou moins durable et tout devient thématique lié à cette durabilité. Mais on a aussi avancé sur les stages que l'on propose aux étudiants. C'est important de leur proposer des stages cohérents avec cette notion de transition écologique. Ça peut être un stage sur la réalisation d'un budget carbone, un budget gaz à effet de serre. Ça peut être un accompagnement sur des mobilités douces. Donc ça, c'est important. Ce qui veut dire que pour les enseignants et pour les institutions universitaires, il a fallu créer des liens très importants entre les acteurs socio-économiques et les stages que nous suivons tous les ans. Et donc, amener avec les acteurs socio-économiques des sujets de stage qui répondent à la transition. Donc, finalement, tout un débat sur les compétences. J'attire votre attention sur les compétences des étudiants, mais également des enseignants, puisque finalement, à l'université, on se forme très peu. Il y a très peu de gens qui suivent des cours pour se former. C'est plutôt des gens qui vont effectivement suivre des cours par eux-mêmes et qui vont chercher ensuite à construire un cours, à part peut-être la fresque du climat, où on a vu apparaître dans chaque composante 2 ou 3 enseignants qui ont cherché à se former. Et puis, bien sûr, en termes d'organisation, la vice-présidence, les référents développement durable, qui assurent ce rôle de coordination, notamment en termes de ressources, au sein de chaque composante. Si on regarde bien, ce qui boucle la boucle, c'est ce qu'on appelle la charte développement durable, responsabilité sociétale. Aujourd'hui, pratiquement toutes les universités, toutes les écoles d'ingénieurs ont signé cette charte et tentent de décliner maintenant tous les outils nécessaires pour basculer vers le tout soutenable. Alors, vu l'horaire, je ne vais pas aller plus loin, mais je voulais juste vous montrer qu'est-ce que ça pose comme question quand on parle d'éducation au développement durable. Il y a plein de questions sur la place des éducations à l'université, et on voit qu'il y a des choses qui posent problème, par exemple la place des valeurs dans le développement durable. Comment les intégrer dans un cursus qui est transversal? Également, les préparer les étudiants à l'action. On s'aperçoit que les cours ne sont pas vraiment pertinents pour ça. Il faut plutôt les mettre dans des situations de projets collectifs, dans des hackathons qui vont leur permettre effectivement de remonter les challenges. Donc, il a fallu que l'université intègre de nouveaux outils qui n'étaient pas des outils très verticaux qu'on avait dans les cours. Il a fallu aussi réfléchir sur comment traduire la notion de durabilité en termes de complexité, en termes de systémique, donc d'approche systémique, et de réflexivité. Et vous voyez que ça demande beaucoup de temps. Ça veut dire que ce n'est pas un cours qui pourra permettre de faire ça, c'est plutôt une démarche d'accompagnement des étudiants sur des projets qu'ils auront souhaité faire. Alors nous, depuis plusieurs années, depuis 2000 maintenant, 2013, on a mis en place ce qu'on appelle un modèle REDOC qui part des représentations. Ça veut dire qu'on a un gros travail
sur les territoires, mais également dans la francophonie, sur quelles sont nos représentations finalement aujourd'hui du développement durable, de l'éducation au développement durable, et quel type de démarche on peut amener les étudiants, les formateurs, les enseignants à mieux percevoir des outils qui vont nous permettre de faire remonter des compétences. Et vous voyez que dans les outils, on travaille sur la photoformation, on travaille sur des cartes heuristiques, des cartes conceptuelles, des cartes de controverse. On fait des jeux de rôle, on travaille sur le conte, le théâtre forum, l'objet débat. On a eu une ribambelle d'outils qu'on a développés dans le primaire, dans le secondaire et bien sûr au niveau universitaire. L'intérêt de tout ça, c'était vraiment de mettre une forme de melting pot où on pouvait effectivement aller chercher chacun, en se formant, les outils et en les partageant bien sûr la plupart du temps. Alors ça, c'est un élément important et je prends juste un exemple pour bien signaler ce que ça signifie. Nous, on a fait un gros travail sur l'approche systémique parce que pour nous, c'est une compétence et même un ensemble de compétences qu'on ne voit pas vraiment apparaître puisqu'on parle beaucoup d'approche systémique, mais il y a peu de cours, il y a peu vraiment de débats sur ces questions-là. Alors que quand on va dans le monde anglo-saxon, ce qu'on appelle system thinking est vraiment une tradition, c'est vraiment un cours enseigné, c'est une démarche qui est partagée. Donc nous, on a regardé ça de plus près et on a développé pour la notion de transition écologique une approche systémique qui permet de partir de la pensée systémique, de comprendre la complexité, la notion de causalité, les boucles de rétroaction et jusqu'à la pensée scientifique pour voir quels sont les leviers sur lesquels on peut agir si on définit un tout système. C'est un cours qu'on a mis en place depuis plusieurs années, dans plusieurs niveaux, dans plusieurs composantes, et je m'aperçois que c'est un cours qui marche extrêmement bien puisque les objets sont tous différents et on n'a pas besoin finalement d'une méthodologie très forte. C'est bâti sur des causes à effet et je dirais que la fresque du climat repose extrêmement bien et donne un cas de figure très intéressant pour aller beaucoup plus loin. Donc pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter parce que c'est les choses que nous on développe. On fait généralement des conférences, on fait des webinaires là-dessus et on alimente des écoles d'été pour effectivement agrémenter tout ça. Donc, ça montre bien que finalement, si on devait regarder en l'espace d'une vingtaine d'années, c'est peut-être là où je vais finir mes propos, on est vraiment parti aujourd'hui d'un développement durable qu'il fallait concevoir, qu'il fallait analyser avec toutes les controverses qu'il y a eu sur cette notion. On n'est d'ailleurs pas toujours sorti de ces controverses. On a réussi à basculer vers une dimension plus culturelle, plus sociale, plus proche du patrimoine, du territoire. Et ça, c'était véritablement important, tout en cherchant les transpositions en termes d'éducation. C'est là qu'on voit que le travail sur les outils, ce qu'on fait régulièrement, et je pense que la plupart des enseignants du secondaire sont même plus en avance que les enseignants du supérieur sur les outils à mobiliser, sont extrêmement pertinents. Alors, on peut s'intéresser bien sûr à une discipline, ça peut être l'économie pour ce qui me regarde aujourd'hui, ça peut être aussi sur des modèles, sur des outils qu'on tente de partager, ou sur, pourquoi pas, un développement de cas de classe en éducation et développement durable qui nous permet d'aller beaucoup plus loin et de partager un petit peu ces différents, puisque l'intérêt des outils, c'est qu'on peut bien sûr les communiquer, les partager, d'avoir un retour qui nous paraît assez conséquent à ce niveau. Mais il est vrai que si on doit finir sur un point, on peut considérer qu'aujourd'hui, la plupart des universités s'engagent maintenant vers les sciences de la soutenabilité. Et à mon avis, ça, c'est une très, très bonne chose, parce que autant dans le collège et lycée, on retrouvait une partie d'interdisciplinarité, autant on retrouvait cette dimension forte, autant à l'université, ça restait toujours complexe. Chacun faisait du développement durable dans son cours et on ne s'écartait pas de cette notion. Là, avec les compétences, avec le rapport Jouzel, on voit qu'on va beaucoup plus loin, qu'on change un petit peu les choses. Et je dirais que ça tombait au bon moment, puisque la plupart des universités ont renouvelé leur maquette entre 2020 et 2022. Donc, le timing était parfait. Maintenant, il reste à atteindre les objectifs qu'on s'est fixés. Et j'espère qu'on pourra aller beaucoup plus loin que ce qui est présenté aujourd'hui et développer ce corpus au sein, effectivement, de l'université. Merci, j'ai un peu dépassé, excusez-moi. Merci beaucoup Arnaud pour cette présentation.